Non, non, mais... Pardon ? Et c'est fou parce que tu te retrouves... Tu dévoiles que tu es, en 2012, que tu es SDF depuis 1 an. On n'avait pas de nouvelles de toi. Et nous, c'est vrai que les personnes... Bah, moi, je regardais, voilà, je te regardais. Et c'est vrai que pour nous, voilà, on se disait, c'est une énorme star. Comment elle peut se retrouver SDF ? J'ai demandé de l'aide à personne. Ouais. Quand on m'a enlevé mes enfants, le 18 juillet 2011, je me suis écroulée. C'est-à-dire écroulée de douleur, hein. J'étais à ramper par terre, à hurler comme une bête. J'ai plus pu organiser le quotidien. J'avais un monsieur de la CAF qui m'avait visité l'année d'avant, qui m'avait vu au milieu de mes enfants et qui m'avait refait une visite parce qu'il y a des visites de contrôle de la CAF, comme j'étais à la CAF. Il m'a dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive, Madame Nataf ? Mais dans quel état vous êtes ?» Je me suis écroulée. Et je pense que c'est le fait qu'on m'ait enlevé mes enfants, ça a été comme un coup de fusil c'est un coup de fusil qu'on m'a donné, quoi. J'étais une mère au foyer, je ne faisais que ça. Je ne faisais que m'occuper de mes enfants. Je vivais avec eux, j'allais les chercher à l'école, je leur préparais à manger, je faisais leurs devoirs, j'organisais leurs vacances, leurs sorties. J'avais 3 enfants, j'avais une famille. Il était où le père de ton troisième mari, il était où à ce moment-là ? Il a fait 2 AVC. Ah d'accord. Ouais. 2 AVC coup sur coup. D'accord. Donc c'est-à-dire quand on nous a enlevé les enfants, 15 jours après, il est tombé par terre. Ah ouais. Il bavait, enfin de la bave de son AVC. Il n'a pas voulu aller se faire contrôler par le médecin. Et 15 jours après, il en a refait un second. Ça a été l'enfer, quoi, l'enfer. Et donc toi, tu te retrouves quoi ? Tu te retrouves seule à la rue ? Avec mon bébé qui venait de naître, dans cet appartement sans mes enfants. J'ai pas supporté d'avoir l'appartement sans les enfants. J'avais une petite dette de loyer qui était réglée par le FSL, le Fonds de Solidarité Logement. J'ai même pas pu aller chercher le chèque. Et donc quoi, tu t'es dit, je vais aller dans la rue ? Non, j'ai rien dit du tout. J'ai laissé les choses couler. Le 16 mars est arrivé, la fin de la trêve hivernale. J'ai été hébergée par une amie qui habitait dans le 16e, qui m'a hébergée 40 jours. Et 40 jours après, je n'avais pas d'autre solution. J'avais coupé tous les ponts avec ma famille parce que dans le procès qui m'avait opposé au père, il y avait eu des problèmes avec ma famille. Donc les ponts avaient été coupés entièrement. J'étais seule au monde avec mon bébé. Et le père de mes enfants, à la suite de mon 3e enfant, à la suite de ces 2 AVC, n'était plus en capacité de gérer quoi que ce soit. Donc on s'est pris un coup de bambou sur la tête et je me suis laissée glisser. Comment ça se passe ? Par désespoir, je me suis laissée glisser. Tu te retrouves dans la rue avec ton enfant. Comment, raconte-nous, c'est quoi ta vie à ce moment-là ? J'avais ma poussette et je me promenais dans Paris. Je faisais visiter les monuments de Paris à mon fils. Et la nuit, je trouvais des endroits dans des parkings, dans des petits squares où je restais quand le square était fermé. Dans la poussette, j'avais une poussette magique dans laquelle il y avait tout, sa nourriture, son change. Il était bébé, il avait 6 mois, donc c'était vraiment. T'avais pas peur d'être dans la rue comme ça avec un enfant ? Oh non, j'ai jamais eu peur de rien. Vraiment, j'ai toujours avancé dans la vie, quoi que j'ai eu à vivre, que ce soit tout en haut ou tout en bas, j'ai avancé, quoi. J'ai avancé, j'ai marché, j'ai avancé. Ouais. Et t'as dû faire... T'as fait des rencontres, t'as fait des... Non, je me suis tenue loin de tout le monde. Vraiment, j'ai vécu dans une solitude intense. Ouais. Donc, ce qu'il faut les gens te reconnaissaient ou pas ? Est-ce qu'il y avait des gens qui te reconnaissaient ? De temps en temps, des gens reconnaissaient. Les gens étaient très délicats. Ouais. Très inquiet, très bienveillant. On me donnait de l'argent tous les jours. Je n'ai jamais tendu la main, j'ai jamais mis un petit pot. Les gens venaient pour me mettre de l'argent dans la main et ils me donnaient quand même entre 20 et 30 euros par jour. Donc ce qui est conséquent, enfin en tout cas suffisamment pour prendre mon café, pour faire ma laverie, pour renouveler mes affaires très régulièrement, pour acheter ce qu'il fallait pour l'enfant quand j'étais avec l'enfant. Je suis restée 6 mois dehors avec lui. Hein. Ça n'a duré que 6 mois sur les 10 années d'errance. Mais il faut dire que j'ai traversé... T'as passé 10 ans là ? 10 ans, 5 ans pleins à la rue et 5 ans de petits hébergements, Incroyable, 5 ans à la rue t'as passé ? 5 ans, oui, 5 ans pleins. Et à un moment, tu étais toute seule à la rue, sans ton enfant. Toute seule, sans mon enfant. Il m'a été retiré dans un commissariat, dans le dos. Il venait de me trouver un foyer, donc ça faisait 6 mois qu'on était dehors. On cherchait un foyer. Des gens, des travailleurs sociaux venaient vers nous, mais ils n'avaient pas de solution. Le 115, on appelait le 115 en décembre, sous la neige, et le 115 nous répondait non. Mais je dis, j'ai un petit bébé d'1 an et demi, il faut pouvoir me loger. Il disait non, nous n'avons plus de place. Tant pis, madame, nous sommes désolés, rappelez-nous demain. Et on se retrouvait sous la neige avec mon bébé. Je suis
même allée en Espagne. J'ai fait un voyage en Espagne avec lui. J'ai pris le train jusqu'en Espagne parce que je me disais peut-être au soleil, ça sera moins dur. Le 24 décembre au soir, on s'est trouvé dans un immeuble, un très joli immeuble que j'avais trouvé à Barcelone. Les gens étaient en train d'écouter les chants de Noël, puisque nous on était dehors, donc j'entendais les chants de Noël à travers la porte. Il y a un monsieur qui est sorti et il neigeait dehors et qui nous a dit « Vous sortez maintenant, madame ». Ils étaient en train d'écouter des chants de Noël et ils nous ont fait sortir pendant qu'ils écoutaient des chants de Noël. Donc la vie est dure, Cyril. Les gens ont des priorités et Mallory Nataf n'était pas la priorité des gens. Et quand les juges ont eu Mallory Nataf entre leurs mains, ils ont appuyé. Ils ont appuyé. Ouais, vraiment. Ils ont appuyé. Ouais, tu sentais que t'as senti qu'il y avait... Qui avait une deux poids deux mesures. Une forme de revanche. Revanche. Ah oui. Au cours de mon procès, l'assistant du procureur général était présent. Mon mari m'a dit, mais même pour Nicolas Sarkozy, l'assistante du procureur général ne se déplace pas. J'ai eu un pic de carrière qui était quand même très conséquent. Donc se retrouver dans des conditions où on n'a rien, c'est là que tout le monde sort le fusil en disant on est bien content de l'avoir à terre. Ouais. La bienveillance et la bonté, c'est pas forcément la qualité la plus répandue. Est-ce qu'il y a des moments quand on te prend ton fils, quand tu te retrouves seul à la rue, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Tu te dis pas est-ce que tu as eu des... Oh, je me dis voilà. C'est dur d'en parler. Ouais. C'est dur d'en parler. J'ai vécu 10 ans à hurler comme une bête qu'on égorge. Pendant 8 ans, je n'ai pas supporté. C'est comme si ma vie s'était arrêtée cet instant où j'ai accompagné mes enfants à la porte. Leur parrain est venu les chercher et j'ai vu le visage de mon fils disparaître derrière la porte et le visage de ma fille disparaître derrière la porte. Ma vie est restée arrêtée à cet instant pendant 8 ans. Pendant 8 ans. Je hurlais dehors. Il m'arrivait, de temps en temps, je me mettais à hurler comme une bête. J'étais dehors et je me mettais à hurler. Tellement la douleur, j'avais l'impression qu'on pressait mon cœur à chaque seconde pendant 8 ans. Maintenant, ça y est, j'ai réussi à faire le deuil de ma vie d'avant, de mes enfants, de ma vie de famille. On était 5 à la maison. Il y avait 3 enfants, mon mari et moi, et on s'est retrouvés tous les 3 comme des cons, sans les petits. On m'avait pris mes petits, on m'a pris mes petits. Maintenant, je n'en veux à personne. Je considère que c'est ma destinée. Je le prends comme un coup du sort que je devais traverser. Ça en est où en ce moment avec tes enfants, etc. Je revois mon grand, je le vois très régulièrement. Il a 25 ans maintenant, il est chauffeur Uber. D'accord. Ma fille, qui est plus délicate, plus raffinée, plus sensible, souhaite ne pas avoir de contact pour le moment. Pour elle, c'est trop difficile. Elle a quel âge? Elle a 22 ans. D'accord. Et mon dernier, il est toujours placé à l'ASE. Il est dans la même famille d'accueil depuis qu'il a 2 ans et demi. Et il en a 14. C'est un petit bagarreur, un petit garçon un peu fort, voilà, qui roule un peu des mécaniques. Je l'ai revu une fois il y a 3 mois et je dois le revoir aujourd'hui, un peu plus tard dans la journée. Alors, en 2018, tu annonces ne plus être SDF. Depuis 1 an et demi, et début 2019, tu recommences à renaître sur la scène médiatique et tu tombes dans les mystères de l'amour. Et en 2020, on te retrouve SDF. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2019 et 2020 La veille du Covid, j'étais dans un café. J'avais vécu 2 ans et demi en colocation à Issy-les-Moulineaux, une colocation qui avait pris fin parce que le monsieur avec lequel j'habitais attendait sa retraite. Et il m'avait dit quand j'aurai ma retraite, j'aurai suffisamment de moyens pour ne plus avoir à louer une chambre. Donc on se quittera. Donc au bout de 2 ans et demi, on était arrivé à la fin de cette collaboration ou de cette colocation. Et j'avais pas suffisamment de moyens pour me louer un appartement. C'est très cher de louer un appartement. Il faut des fiches de salaire, il faut des feuilles d'impôt, j'avais pas tout ça. Donc je logeais à l'hôtel, dans un petit hôtel à 40 € la nuit. Et la veille du Covid, mais vraiment la veille du Covid, à 16h, j'étais dans un café passage du Havre, du côté des Galeries Lafayette. Je prenais un petit thé et je me suis levée parce qu'il y avait des garçons qui faisaient beaucoup de bruit à côté de moi. Donc je me suis levée avec ma tasse de thé pour aller un peu plus loin. Et j'ai laissé mon sac sur ma chaise. Et quand je suis revenue m'asseoir pour payer, les 2 garçons n'étaient plus là et il n'y avait plus mon portefeuille. Et dedans, il y avait 450 €, il y avait ma pièce d'identité, ma carte de banque. Je me suis dit, c'est pas grave. Pour ce soir, je ne payerai pas la chambre d'hôtel, je la payerai demain. J'irai à la banque. Oui, mais le lendemain, c'est le confinement. Donc je me retrouve seule, à nouveau sans argent. Non mais quand ça veut pas, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Incroyable.
J'étais pas à la fin du cycle et je me retrouve à nouveau dans les mêmes conditions. Alors Jean-Luc m'a dit pourquoi ne nous as-tu pas appelés? Oui. D'abord, j'avais toutes mes affaires, tout mon carnet d'adresses, mon portable, tout était dans la petite pochette qui m'avait volé. Et puis je me suis dit bon ben tant pis, j'y retourne. C'est un coup du sort. Là où passer le confinement à la rue. Ah mais passer le confinement, le confinement il a duré 1 an et demi. Oui ça, il faut rester dans la rue Je suis restée dans la rue, oui. J'avais plus la force. Au bout d'un moment, vous savez, quand ça fait 10 ans que les difficultés s'accumulent, vous avez plus la force. Donc je me suis laissée, je me suis dit bon bah voilà, c'est un coup du sort. Et là pour le coup, j'ai été très féminine dans le sens où j'avais pas la patate de me dire oui, je vais y arriver, je vais m'en sortir, je vais faire ce qu'il faut. Je me disais bon bah il faut croire que ça doit être ça ma vie, je l'accepte. Et je me suis rassise sur ma bouche de chaleur en attendant que le temps passe jusqu'à ce que vous fassiez l'émission. Et en fait, quand vous avez fait l'émission, ça a déclenché des gens très dangereux qui sont venus vers moi. Quand vous avez fait le spécial sur moi, des hommes vraiment de très mauvaise qualité qui sont venus vers moi et le préfet a eu peur. Ah, d'accord, ah ouais. Donc le préfet a fait un arrêté préfectoral pour m'enlever de dehors et ils m'ont dit la seule solution que nous avons pour vous, parce que nous ne pouvons pas vous loger, parce qu'à chaque fois il n'y avait pas de logement. Les maraudes elles passaient, la Croix-Rouge, non désolé Madame Nataf, il n'y a pas de logement, on ne peut pas vous aider, on n'a rien de disponible pour vous. Et vers la fin, il y avait une femme de la mairie de Paris qui s'était intéressée à mon dossier, Corinne Taïeb, et qui avait fini par me trouver quelque chose. Mais j'étais plus en capacité d'écouter. J'étais plus en capacité d'écouter. Il y a un moment donné, quand vous êtes seul, parce que j'étais vraiment très seule dehors, quand vous êtes là, posé, 15 heures par jour, à méditer, à attendre que le temps passe, à aller boire vos cafés, j'avais un rythme, aller à la douche, laver ses affaires, être propre, manger 3 fois par jour. Vous êtes occupé à faire le minimum. Ouais. Et ce minimum, il remplit vos journées. Donc vous n'imaginez pas qu'il peut y avoir un éclaircissement et qu'on va vous aider, puisque personne ne vous a aidé. Donc vous pensez que c'est comme ça, c'est ma vie, on ne m'aide pas. Et donc votre émission a déclenché l'hôpital psychiatrique. Ah oui. Donc je me suis retrouvée à l'hôpital psychiatrique et là l'hôpital psychiatrique ils m'ont dit écoutez Madame Nataf, si vous voulez pas rester longtemps chez nous, trouvez un logement. Et c'est là que j'ai rappelé mon père. C'est-à-dire au bout de 12 ans où les ponts avaient été coupés, j'ai dit là j'ai pas le choix, je vais pas rester enfermée comme ça pendant des années, parce qu'ils m'ont dit on vous garde nous, hein. Si vous n'avez pas quelque chose on vous garde, il n'y a pas de limite de temps. Donc j'ai appelé mon père et j'ai dit papa fais fi ça, parce que là vraiment l'hôpital psychiatrique c'est vraiment pas drôle, je fais le tour du jardin, je clope, je vais pas rester là et je suis restée 4 mois à l'hôpital et 5 mois dans ce qu'ils appellent une clinique post-cure, c'est-à-dire pour voir que le comportement est bien stabilisé et que la personne est prête à rentrer dans la vie et à vivre une vie normale. Et là mon père m'a loué un appartement et donc depuis novembre 2022 je suis logée, novembre 2022, j'ai un contrat de location à mon nom et mon loyer n'est pas très élevé, les 850 €. Donc je peux assumer ma vie seule, voilà, par moi-même. C'est incroyable. Alors, en 2021, tu témoignais dans un reportage, tu montrais ta vie dehors, ça faisait mal au cœur. C'est d'ailleurs pour ça ensuite qu'on a voulu te recevoir. Regardez. C'était il y a 2 jours. Mallory Nataf nous emmène sur les traces de son errance. Métro, hall d'immeuble ou encore ce parking. Elle dit avoir vécu dans la rue avec son enfant de 2 ans et demi. Et la dernière fois que j'ai dormi dans ce parking, j'ai dormi là. Voilà. Alors venez. Toutes les affaires que j'avais, y compris la poussette, je mettais tout devant la voiture. Ce qui fait que quand le gardien il se présente, il voit rien. Les 3 mois que j'ai vécu, ils ont été plus intenses que les 35 dernières années de ma vie. Jour après jour, je me disais je vais pas faire le jour d'après, pour être très honnête. Le 13 janvier 2022, il y a des images qui sont sorties aussi, on te voit seul, rue de Rivoli à Paris, assis sur une grille d'aération du métro. Ça, c'était des images qui nous ont fait extrêmement mal ici aussi, parce qu'on les avait revues. Regardez. On a quelque part ou pas? Non, je m'appelle pas. J'ai un peu mal à la tête à cause du monsieur, mais il n'y a pas ça va donner. C'est dur de revoir ces images. Alors. Je suis punk.
Je suis punk. Punk, Cyril. C'est-à-dire que j'ai eu une vie de punk, moi. Ici, on n'est pas sur un territoire anglo-saxon. Les anglo-saxons, ils comprendraient peut-être un peu mieux. Moi, je suis une punk. C'est-à-dire que j'ai une vie bourgeoise, je suis née dans une famille bourgeoise, mais il y a quelque chose dans ma personnalité. Je suis une écorchée vive. Ouais. J'ai eu une vie avec des hauts, des bas. J'ai vu des choses que peu de gens sur Terre voient. J'ai eu l'occasion d'expérimenter des choses que peu de gens expérimentent à tous les niveaux de ma vie, que ce soit au niveau personnel, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau sentimental. J'ai eu une vie de roller coaster, quoi. Et j'ai toujours pris les choses comme elles m'arrivaient. Quand c'était tout en haut, bah, c'était tout en haut. C'était tout en bas, c'était tout en bas. Je suis... il y a peut-être une forme de passivité aussi. Et c'est en ça que je dis que le féminin a peut-être aussi pris le dessus, parce que je suis pas une working girl. Je suis une fille plutôt douce, plutôt calme, plutôt tranquille. On me donne un coup de poing, moi je ne réponds pas. On m'a fait des choses dans ma vie, je n'ai jamais attaqué personne. Je n'ai jamais déposé une plainte de ma vie, je n'ai jamais attaqué qui que ce soit, malgré tout ce que j'ai reçu, tout ce que l'on m'a fait et tous les problèmes que j'ai pu avoir, je n'ai jamais attaqué personne. Donc c'est aussi une question de personnalité. J'ai quelque chose comme ça d'oriental. J'ai une partie, j'ai 50% de mon ADN qui est oriental, et il y a quelque chose comme ça du laisser être, du laisser vivre, du laisser-passer qui me définit aussi. J'ai pas eu, comme on dit, on donne un coup de talon pour s'en sortir. J'ai pas cet instinct de survie-là, de cette façon-là, je ne l'ai pas eu. Alors, Jean-Luc, comment vous avez renoué contact avec Mallory? Parce que on l'a cherché pendant longtemps. D'accord. Alors, il y a d'une part des copains de la série qui l'ont cherché, qui l'ont parfois retrouvé, mais elle ne voulait rien entendre. Les gens de la boîte la cherchaient aussi. Et puis un jour, on l'a retrouvée et je lui ai demandé si elle voulait revenir dans les Mystères de l'amour. Et elle m'a dit oui, je veux bien. Donc elle est revenue. Ça a duré 3-4 mois. Oui, c'est ça. Puis il y a eu le Covid. Et là, ensuite, plus de nouvelles. Impossible de la joindre. Et on a appris qu'elle était dans la rue. Et là, impossible de la retrouver. Et ensuite, quand... Et là, quand elle allait mieux... j'ai appelé Mallory un jour, elle m'a répondu. J'ai dit comment tu vas? Elle m'a dit je vais beaucoup mieux. J'ai dit est-ce que tu veux reprendre les Mystères de l'amour? Elle me dit là je me sens pas capable encore parce que j'ai pris trop de médicaments, trop de choses, il faut que je retrouve ma mémoire. Voilà. Et puis elle m'a rappelé quelques mois après. Alors ça y est, je peux reprendre les Mystères. Et donc là elle revient dans les Mystères de l'amour. Elle a commencé à Noël et en janvier elle sera là. C'est incroyable. Alors tu as fait